Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vos parents étaient ouvriers dans le textile, mais vous avez choisi de tisser votre propre toile en tirant les fils de moments de l'histoire pour les transformer en romans. Défendre votre région, les Vosges, ne vous a pas empêché de devenir un écrivain national. Bonjour Gilles Laporte. Bonjour cher Jacques. Alors, il y a ce nouveau roman, Le Rouet de Jeanne, qui paraît chez Terre de France. On va en parler tout à l'heure. Mais vous êtes un écrivain très particulier, avec un parcours très particulier, et qu'on va évoquer dans les clés d'une vie, puisque c'est le principe de l'émission, évoquer le parcours à travers des dates clés. Vous connaissez l'émission. Alors, la première que j'ai trouvée, elle se rapporte pas à vous, je vous rassure, le 16 janvier 1605. C'est le jour où est paru le premier tome de Don Quichotte de Cervantes, et je crois que ça a de l'importance dans votre parcours. Une importance considérable parce que dans ma famille d'ouvriers du textile, vous le rappeliez, cher Jacques, il n'y avait pas de livres, pas de disques. J'étais complètement isolé dans un monde complètement coupé de la culture et de l'accès à la connaissance. Et puis je suis arrivé à l'école primaire, et là j'ai eu une maîtresse d'école, comme on disait encore autrefois. J'aime beaucoup cette expression, je préfère celle-là, professeur des écoles et tout ce qu'on a pu inventer depuis. Ma première maîtresse d'école, qui s'appelait Madame Jungan, j'aime rappeler son nom, parce que là, pour moi, c'est lui rendre hommage est toujours un vrai plaisir, qui m'a si bien fait aimer la langue française que j'ai décroché le prix de lecture au cours élémentaire première année. J'avais 6 ans et demi, et j'ai reçu pour prix de lecture, là ça ferait dresser les cheveux sur la tête à bien des bibliothécaires, libraires et je ne sais qui, spécialistes de la chaîne du livre, qui diraient mais c'est pas possible. Si, j'ai reçu à cet âge-là le Don Quichotte de Cervantes, que j'ai lu et relu des dizaines, des centaines de fois, que je relis encore de temps en temps, en y trouvant à chaque fois quelque chose de différent. Oui, je crois que c'est l'un des 3 livres les plus lus dans le monde. Il y a 50 traductions. Et il y a eu un plagiat avec une seconde partie écrite par un certain Alfonso Fernandez, sous un pseudonyme. On n'a jamais su qui était l'auteur de ce faux Don Quichotte. Ouais. Alors, il se trouve que ce livre est important, mais vous n'êtes pas le seul, Gilles Laporte, qui a été marqué par Don Quichotte. Force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Et c'est vrai que quand il a vu Don Quichotte à Broadway, Jacques Brel, il a voulu acheter les droits, et les producteurs ont dit « Ok, à condition que vous jouiez le spectacle », ce qu'ils ne voulaient pas faire au début. Et c'est vrai que ça a marqué une époque. Alors, vous êtes né loin de l'Espagne, c'est-à-dire que Igné, c'est un village de la vallée de la Moselle. Oui, à mi-chemin entre Épinal et Charmes qui est la patrie de Maurice Barrès, oui. Donc entre Épinal et Nancy, dans la vallée de la Moselle, et là où s'était développé l'empire textile Boussac. Je suis un enfant Boussac. Oui, car Marcel Boussac, faut pas l'oublier, a créé un empire textile, et il a commencé en 1919 en achetant à bas prix des tissus dont il a fait le pyjama. Il a inventé le pyjama qu'il a vendu dans des boutiques qui s'appelaient la toile d'avion, je crois. C'est ça, la toile d'avion. Il en a fait des chemises, il en a fait des pyjamas. Oui. Voilà. Et il se trouve que vos parents travaillaient dans son usine. Ils étaient ouvriers de filature dans ces usines-là. Mes oncles, tantes, cousins, cousines, grand-père, grand-mère, tout le monde travaillait dans ces usines de Boussac. Oui, parce que on n'imagine pas aujourd'hui ce que c'était. Il y avait 600 salariés. Ah oui. Oui, c'était énorme. Et il se trouve que vous êtes né dans la maison paternelle. Je suis né dans la maison paternelle et j'habite toujours, non pas dans la maison paternelle, mais à vol d'oiseau, à 500 mètres de la maison paternelle. Et une autre femme a compté dans votre vie, Gilles Laporte, à cette époque-là, c'est votre grand-mère qui avait une bibliothèque cachée. Ah oui. Voulez-vous que je vous raconte l'anecdote ? Oui, bien sûr. Ma grand-mère est morte en 1959, j'avais 14 ans, et j'avais jamais eu accès à quoi que ce soit de culturel chez elle. Elle n'était pas ouvrière textile, elle était éclusière sur le canal de l'Est. Et évidemment, comme partout ailleurs, les livres étaient interdits chez elle. Donc quand j'étais confié à la garde de ma grand-mère, elle me confiait, pour m'aider à passer le temps, le fameux catalogue de la Manufacture des Arts et Cycles de Saint-Étienne, le volumineux catalogue de la Manu. Et j'ai découvert le monde entier dans ce catalogue. Et puis un jour, quand elle est morte, mes oncles ont décidé de vendre la maison. Donc ils l'ont ouverte à tout vent pour en faire l'inventaire. Et j'ai profité de cette ouverture pour inspecter cette maison que je ne connaissais pas complètement. Et dans une petite pièce, je suis tombé sur une petite armoire que j'ai ouverte et je suis tombé devant la bibliothèque secrète de ma grand-mère. J'étais en train de découvrir les livres qu'elle avait recouverts de papier craft, dont elle avait repéré le nom de l'auteur et le titre d'une belle écriture violette, comme on le faisait à l'école autrefois. Quand j'ai pris un violent coup de pied au derrière, un oncle est arrivé, m'a dit « T'as rien à faire ici, tu dégages, tu vas dehors si j'y suis ».
Je suis allé voir dehors, il n'était pas évidemment. Et le soir même, je voyais cet oncle charger dans une brouette les livres de ma grand-mère, mener cette brouette dans le verger. C'était un soir d'octobre, la nuit tombait, je n'oublierai jamais ces images. Les vider sous un mirabellier, les arroser d'essence et y mettre le feu. Et j'ai hurlé à mon oncle parce que je n'osais pas m'approcher. J'ai hurlé à mon oncle, c'est pas bien ce que tu fais. Un jour, j'écrirai des livres pour remplacer tout cela. Et c'est ce que vous avez fait. Et Gilles Laporte, vous avez aussi été marqué par des vacances en colonie de vacances à Dinard, je crois. Ah oui, quel souvenir. C'était les fameuses colonies de vacances organisées par l'Empire Boussac, qui louait tous les sites les plus beaux, les plus prestigieux de France pour y envoyer les enfants de son personnel. Et j'allais en vacances au château de Port-Breton à Dinard, qui était face à l'abbaye du Prieuré, face à Saint-Malo. C'était extraordinaire, c'était magique. Et en même temps, on a oublié, mais Marcel Boussac est dans les années 50 propriétaire du journal L'Aurore de Paris Turf, et c'était l'homme le plus riche de France. Oui, bien sûr, mais qui mettait sa richesse à disposition de tout son personnel ouvrier. Et il avait raison. Ouais. Alors, il y a ensuite un moment où vous êtes trouvé une seconde famille, je crois, Gilles Laporte, en vous retrouvant au collège de Thaon-les-Vosges, la ville natale de Marcel Boussac. Oui, c'est pas la ville natale de Marcel Boussac, mais c'est une ville dans laquelle il a vraiment creusé la ville natale professionnelle. Professionnelle, exactement, oui, c'est ça. Donc il s'est développé là. Et je suis allé au collège de cette ville, collège dans laquelle j'ai eu affaire à des professeurs, là encore une équipe pédagogique extraordinaire, des professeurs qui ont poursuivi le travail fait par ma première maîtresse d'école et qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. C'est grâce à eux. Mais c'est assez exceptionnel parce que quand on voit l'enseignement aujourd'hui, c'était une autre époque, Gilles Laporte. C'était une autre époque. On avait une autre relation avec le personnel enseignant. On avait une autre ouverture, un autre regard sur le monde qui était alimenté par les grands classiques. Aujourd'hui, ils sont un peu oubliés quand même. Oui, je crois. Alors, il y a le certificat d'études, il y a le brevet, ce qui à l'époque n'est pas si courant de l'obtenir, Gilles Laporte. Ben non, c'était un véritable examen. C'était une sorte de rite initiatique aussi, comme le certificat d'études et puis un peu plus tard le bac, oui. Et je crois que vos parents, pour vous récompenser de ce brevet, vous ont offert une mobilette, ce qui était très cher à l'époque. C'était très cher, la fameuse mobilette bleue, oui, avec laquelle j'ai exploré ensuite j'ai fait un tour de France à mobilette. Et la mobilette, en fait, elle est née en 1949. C'est le directeur technique de Motobécane et son oncle, qui dirigeait la maison, qui ont imaginé ce qui est devenu le moyen de transport le plus courant avec le Solex à l'époque. Ah oui. Alors, il se trouve que vous gagnez déjà votre vie à l'époque, parce que vous allez à l'école, mais en même temps, vous allez gagner votre vie pour poursuivre vos études. Vous êtes ouvrier esclave, entre autres. Oui, en quelque sorte. Je suis quelquefois livreur de caisses de bière. J'étais pas chauffeur-livreur, j'avais pas le permis poids lourd, mais le chauffeur s'arrêtait devant le bistrot et je déchargeais les caisses de bière et de vin. Ou alors, quand je travaillais pas là, je travaillais dans une conserverie. Une conserverie, et c'était quasiment là que j'allais toujours, qui me ramassait au village sur la place principale dans un camion, le matin à 3h, 4h. J'allais y passer la journée, je rentrais au village le soir, alors avec des vêtements qui étaient durcis par le sucre des confitures, mais c'était une conserverie, confiturerie, et j'y ai travaillé pendant tous mes congés scolaires. Oui, parce que ça vous permettait justement de payer vos études ensuite, ce que vos parents ne pouvaient pas faire. Bien sûr. Et puis vous avez aussi été chasseur dans un grand hôtel à Contrexéville, l'hôtel des Sources, je crois. L'hôtel des Sources, où j'ai pu fréquenter là des personnalités remarquables dont je portais les bagages et dont j'apportais les journaux en chambre. Enfin, c'était des expériences très très enrichissantes. Celle-là, l'hôtel des Sources était très 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 important pour moi. Oui, parce que on n'imagine pas un lieu comme ça aujourd'hui. On venait avec des malles, passer plusieurs semaines pour suivre une cure. Bien sûr. Contrexéville, tout le monde connaît l'eau, mais en même temps, on ne sait pas que la source a été découverte par le docteur Agargue, qui était le premier médecin du roi Louis XV. Oui, elle avait des racines gallo-romaines. Oui, exactement. Mais elle a été, oui, évidemment, mise en valeur et relancée, en tout cas lancée même peut-être, par ce médecin. Oui. Donc, si vous poursuivez vos études, c'est que vous avez décidé, Gilles Laporte, de ne pas avoir l'avis de vos parents. Vous voulez travailler ailleurs que dans les filatures familiales. J'avais envie de découvrir le monde par les livres, par tout ce que l'enseignement pouvait m'offrir, et ne pas m'enfermer dans une usine, oui. Et donc vous vous retrouvez à la faculté de Nancy, là aussi parce que vous avez beaucoup travaillé avant pour vous payer vos études. Oui. Et là vous allez découvrir les lettres, la philosophie.
Et avec un maître absolument extraordinaire, dont j'aime là aussi répéter le nom, il s'appelait Raymond Ruyère, Oui. l'un des plus beaux esprits du XXe siècle, oublié aujourd'hui, mais qui est en train de refaire surface. On est en train de le redécouvrir. Oui, et d'ailleurs, je crois que son œuvre évoque la physique quantique, la biologie, la psychologie. Oui, tout à fait. Oui. Et ce sont vraiment des gens qui vous ont formé, qui vous ont donné envie d'écrire. Ah oui, bien sûr. Raymond Ruyère, la curiosité qu'il a instillée en moi est toujours très vive. Hein. Et puis il y a eu mai 68 à Nancy. Ça a été un autre souvenir, Gilles Laporte. Un autre souvenir. C'était pas Paris, mais c'était pas loin. Non, c'était pas loin. Et la place Léopold était tout aussi animée, certainement, que les Champs-Élysées à Paris, ou que le boulevard Saint-Michel, le boulevard Saint-Germain. Il y avait des barricades aussi. Oui. J'y ai participé parce que je contestais à cette époque-là la naissance de la société de consommation, dite de consommation. Et puis vous avez croisé quelqu'un qui quittait la France, qui était expulsé vers l'Allemagne. C'est Daniel Cohn-Bendit. Oui, j'y ai croisé Daniel Cohn-Bendit et quelques autres. Hein. Mais Cohn-Bendit, Alain Gesma aussi, oui, entre autres. qui étaient eux complètement à la MAF, qui quittaient la France. Ah bah oui, là, ils étaient vraiment dans la contestation totale et absolue et radicale. Hein. Voilà. Et ça vous amusait, ça vous surprenait? J'avais l'impression de vivre un moment important de convulsion sociale et qui laisserait des traces. Et je me suis pas trompé, les traces sont encore vives. Ouais. Un autre moment fort aussi de votre parcours, on va l'évoquer à travers la date du 25 avril 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Laporte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Laporte. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau roman, Le Rouet de Jeanne, aux éditions Terre de France. On évoque votre parcours un peu trop méconnu qui a commencé dans les Vosges, dans la filature tenue par Marcel Boussac, où vos parents travaillaient. Puis vous avez fait vos études. Et puis, le 25 avril 73, c'est votre première télévision. Écoutez. La mer, au champ du monde, à l'étiage perpète. Poésie et musique en Lorraine. Et on vous voit avec accompagné à la guitare dire un poème. Vous en souvenez de cette télévision? Ah oui, quelle émotion, j'avais jamais réentendu ça. Merci, cher Jacques. Là, ça me touche vraiment profondément. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est de la poésie en direct à la télévision avec une simple guitare, ce qui était tout à fait inattendu à l'époque. Oui. Et ça passe dans Lorraine Soir, et vous évoquez les spectacles musicaux et poétiques que vous donnez dans la région, en particulier dans les églises. Oui, on a tourné un peu partout. J'avais une petite équipe, un guitariste qui m'accompagnait, un violoniste aussi, et on tournait partout. On voulait bien nous accueillir. Les églises faisaient partie de ces lieux d'accueil. Comment vous êtes passé de la fac de Nancy aux églises pour dire de la poésie? J'ai toujours été passionné par la poésie, et j'en ai toujours écrit. Et j'ai toujours eu l'impression que la poésie était destinée à pénétrer le corps par l'oreille. Elle pénètre directement, elle atteint directement l'esprit par l'oreille. Donc il fallait la dire, et la dire en musique si possible. Oui, mais c'était pas évident. Bon, on a connu le Club des Poètes qui a été à la télévision de 67 à 82 avec Jean-Pierre Ronet. Oui. Et son beau-frère qui vendait des livres pour lui, qui était Georges Moustaki, débutant. Oui. Mais là, il faut trouver un public, c'est pas évident. En plus, dans les régions, de trouver quelqu'un qui va voir des spectacles de poésie dans les églises. Mais ça marchait. Ça marchait, le public était là, on avait des églises quasiment pleines à chaque fois, ou des salles de spectacle quasiment pleines à chaque fois. Avec des poèmes que vous écriviez et que vous avez publiés à compte d'auteur au départ, vos livres de poésie. Oui. C'est-à-dire que personne ne voulait éditer ce genre de choses. Ah bah non, mais à part les éditions Séguer, il n'y avait pas grand d'autres maisons d'édition pour la poésie. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait Poésien qui avait été lancé par Michel et Jean Breton, qui sont devenus les éditions Saint-Germain-des-Prés et Cherche-Midi, mais ça touchait un public très limité, comme Marcel Julien qui a essayé aussi. Car il y a un public, mais il est toujours très limité. Oui, c'est vrai. Mais un public attentif. Très attentif, et qui, lorsqu'il est pris par l'ambiance poétique, se laisse porter complètement. Et les échanges après nos petites soirées, nos petits spectacles, étaient d'une vivacité et d'une profondeur étonnante. Parce que justement, écrire des poèmes, ça prend quelquefois des heures et des semaines et des mois. Oui, mais c'est une écriture qui permet d'oublier le temps qui passe. Et vous avez toujours pratiqué la poésie? Toujours. Depuis vos jeunes années? Toujours. Et ça fait partie de votre enseignement à Nancy? Ça fait partie de mon enseignement à Nancy, puis à Épinal, et elle alimente toujours mes écrits aujourd'hui, même si j'ai changé un peu de registre et que je suis maintenant davantage dans le roman historique. Alors ça, c'est effectivement vos chansons, si j'ose dire, à la télévision. Mais la première chanson que vous avez interprétée en public, Gilles Laporte, c'était celle-ci. Contre ma plus
belle chèvre, veux-tu la troquer? Cito-dit, cito-fait, c'est on a peur du Basile. Cito-fait, cito-dit, Basile est un dégoût. Où vas-tu, Basile, d'Yves Renaud, chanson de Loulou Gasté. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un petit film qui évoque cette chanson. Il a été tourné dans les Vosges, votre région. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne le savais pas, mais où avez-vous trouvé toutes ces archives? Je suis débrouillé. C'était à l'école que j'ai chanté ça, lorsque j'ai reçu mon prix de lecture d'ailleurs. La maîtresse nous avait appris cette chanson, Où vas-tu, Basile? Et c'est vrai, pourquoi cette chanson? Bon, j'en sais rien, c'était son choix à elle, mais je l'avais trouvée tellement marrante cette chanson que ça m'a fait plaisir de la chanter. On croit que c'est un conte pour enfants, un vieux conte, alors que c'est une chanson de Loulou Gasté. Mais bien sûr, oui. Alors, il se trouve qu'il y a aussi, à propos des églises, un lieu qui a marqué vos jeunes années et qui a été déterminant, Gilles Laporte, c'est votre communion solennelle. Oui. Oui, parce que là, j'ai eu l'impression d'entrer dans une vie d'adulte, dans une vie de promesses, de promesses qu'il faudrait tenir. J'ai eu l'impression de franchir une étape dans mon existence très importante. Oui. Pour quitter justement ce monde un peu miséreux de la filature pour aller vers autre chose. Oui. Oui, je me suis senti propulsé quelque part ailleurs dans un monde qui n'était plus le monde des ouvriers de filature dont je faisais partie, dont j'étais issu. Et il y a quelqu'un qui a compté à ce moment-là dans votre vie, et très vite ensuite, c'est votre parrain, oui. Car il vous a offert une montre et ensuite un voyage. Oui. Il avait quitté, lui, le textile vosgien pour aller prendre la direction d'un atelier de tissage en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et un jour, il était venu en congé et me dit: alors, où en es-tu de ton bac? Je lui ai dit: écoute, c'est pour l'an prochain. Et alors, tu le sens comment? J'ai l'impression que... T'as l'impression ou c'est sûr? Oui, je suis presque sûr que ça va aller. Écoute, si tu as ton bac, la semaine qui suit, tu prends l'avion, tu viens en Afrique. Et là, en Afrique, vous avez découvert un monde qui vous a touché. Profondément touché, j'ai découvert l'animisme africain, j'ai découvert cette espèce de panpsychisme dont tous nos écolos actuels feraient bien de s'inspirer. Et il se trouve aussi qu'au retour, sur le bateau, vous avez rencontré la fille de la secrétaire du docteur Schweitzer. Mais vous savez tout. Oui, c'est vrai. La rencontre s'est faite de manière un peu fortuite. J'étais sur le pont du bateau et je vois arriver une jeune fille très très belle d'ailleurs qui vient vers moi et qui me propose des billets de tombola en américain. Je fais celui qui ne comprenait pas pour avoir le plaisir de l'entendre encore me parler. Et je lui dis bon, en anglais, ça va, j'ai compris. Et là, il s'est passé quelque chose. On est resté pendant les 11 jours de traversée côte à côte. Et elle était la fille de la secrétaire particulière du docteur Schweitzer. Et pendant 11 jours, elle m'a parlé de Lambaréné et de la philosophie de Schweitzer. Et là encore, c'est une étape importante. Parce que justement, ensuite, vous avez correspondu peu de temps avec le docteur Schweitzer. Très peu de temps, c'était les derniers mois de sa vie. Je me suis permis de lui écrire, il m'a répondu. Et la dernière phrase qu'il m'a écrite, je lui disais que je venais d'entrer en licence de philosophie à Nancy. Je vous félicite d'apprendre la philosophie, car il faut à notre époque des gens qui pensent pour nous aider à trouver le chemin. Mais c'est extraordinaire de rencontrer, même par écrit, le docteur Schweitzer. Oui. Extraordinaire, oui, j'en ai conscience. Vous ne mesuriez pas votre privilège à l'époque, parce qu'il recevait beaucoup de courriers, il répondait à tout. Il recevait beaucoup de courriers, il répondait à tous les courriers. Il y a une pièce qu'on connaît qui est Il est minuit, docteur Schweitzer, de Sylvère Cesbron, qui se déroule au Gabon, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Ouais. Le docteur Schweitzer, c'est l'Alsacien le plus célèbre du monde, finalement. Et oui, prix Nobel de la paix, un homme qui a rayonné sur le monde entier. Oui. Et Il est minuit, docteur Schweitzer, c'est parce que même à minuit, il n'hésitait pas à tenter de sauver un malade. Mais bien sûr, il était en permanence sur le pont, lui aussi. Alors, il se trouve que le bac terminé, votre première vie, Gilles Laporte, ça va être l'éducation nationale, avec différents postes, pion, adjoint, maître auxiliaire. Enfin, c'est une vie très particulière. Oui, j'ai pris plaisir à enseigner à cette époque-là. Mais j'en suis parti très vite parce que je me sentais un peu tout de même à l'étroit dans ce milieu si particulier. Et ensuite, vous allez avoir une multitude de métiers parce qu'il faut bien vivre. Vous êtes marié, vous allez faire tout ce qui est possible et imaginable, et notamment dans la formation et la communication. Ouais. Ce qui est nouveau à l'époque. C'était nouveau, c'était un secteur d'activité tout à fait presque révolutionnaire, parce qu'on prenait en compte dans les entreprises industrielles, entre autres, on prenait en compte la qualité, la personnalité de chacun des membres du personnel, et on tentait d'en faire, d'en tirer le maximum. C'était les RH avant la lettre, finalement. C'était les RH avant la lettre, bien sûr. Et comment c'est arrivé? Comment vous êtes entré là-dedans?
Parce que j'ai rencontré un jour un chef du personnel qui m'a dit mais tu as le profil pour venir chez nous. Donc voilà comment je suis entré dans cette maison. Oui, et c'était d'autant plus important qu'on commençait à gérer les contentieux, les protocoles d'accord, les plans sociaux, ce qui n'existait pas avant. Oui. L'évolution législative était telle que on commençait à entrer dans cette période très mouvante des contrats sociaux, oui. Et vous défendiez le personnel aussi, parce que c'était presque la résurgence de mai 68. C'était ça, je continue à vivre dans ce milieu qui était le milieu industriel et très très difficile parce que j'étais dans une entreprise dont le siège était à Chicago avec des orientations et des directives états-uniennes très très strictes. Mais je encore aujourd'hui d'anciennes ouvrières dans la rue. Ils traversent la rue pour me sauter au cou. Donc c'est une proximité qui m'a vraiment profondément à la fois touché et nourri. Nourri, c'est-à-dire Elle a développé en moi ce sentiment de respect nécessaire de l'autre et d'accompagnement nécessaire de l'autre, tout en étant moi-même accompagné par l'autre, parce que ce que je tentais de faire passer, eux tentaient de m'en faire passer tout autant, voire davantage. Et vous avez un jour arrêté parce que c'était l'heure de la retraite, mais vous n'alliez pas profiter de votre retraite pour rester inactif. Ah ben non, j'ai toujours écrit. À l'époque où j'étais dans l'industrie, puis dans l'agriculture, j'écrivais le matin très tôt. J'ai respecté le rythme de travail de mes parents qui se levaient à 4 heures du matin pour être à l'usine à 5 heures. Moi, je me lève à 4 heures, je suis sur ma machine, c'est pas la même à 4h30, mais j'écrivais donc tous les matins très tôt. Ensuite, je partais faire ma journée de travail à l'usine ou sur les exploitations agricoles, et je rentrais le soir pour relire ce que j'avais écrit le matin, et je publiais à cette époque-là 1 ou 2 livres tous les 2 ou 3 ans. Et dès que j'ai été libéré des obligations alimentaires, je me suis mis à écrire complètement. Voilà. Ça a été le début d'une nouvelle vie et on va l'évoquer à travers une date, le 26 novembre 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Laporte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Laporte. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman, Le Rouet de Jeanne. Jeanne, c'est Jeanne d'Arc, chez Terre de France. On évoque votre parcours, comment vous êtes sorti justement de la vie dans les Vosges avec vos parents qui travaillaient dans le textile, disons. Vous êtes devenu poète et puis écrivain après votre vie professionnelle. Et le 26 novembre 1984, vous recevez un premier prix, le prix Erckmann-Chatrian par 5 voix contre 3 et 1 voix aux autres concurrents. Et je crois que le président a dit jusqu'à la fin de la matinée, on ne savait pas quel allait être le lauréat, mais on a choisi Gilles Laporte parce que c'est le plus jeune et il a un bel avenir. Là encore, vous avez trouvé une archive intéressante. Oui, c'est vrai que le président m'a tenu ces mêmes propos le jour où il m'a remis ce prix solennellement dans mon village natal d'ailleurs. Voilà. Il se trouve que Erckmann-Chatrian, ce sont Émile Erckmann et Alexandre Chatrian, oui, qui ont écrit des romans nationalistes d'inspiration régionale. Et le moulin de Rouet, je crois que c'est le livre qui reçoit le prix, c'est un moulin qui tournait depuis des décennies grâce à un meunier jusqu'à l'arrivée d'un médecin. Depuis le Moyen-Âge, ce moulin tournait correctement. Et puis arrivé dans cette famille, lui, il a été victime d'un problème cardiaque. Il a dû être opéré à Paris, dans le service du professeur Cabrol. Et là, sa femme qui l'accompagnait a rencontré un médecin qui lui a dit, moi je peux vous aider, vous accompagner et vous aider dans la relation avec l'équipe médicale si vous voulez. Et voilà comment il s'est introduit dans cette famille et ça a tourné de façon un peu curieuse. Alors il se trouve que ce prix, vous l'avez obtenu pour ce livre et qu'1 an plus tôt, vous avez publié Pierre ou la Hure et vous étiez passé à 1 voix de ce prix. Ouais. C'est presque de l'ancienneté. Presque de l'ancienneté, oui. Et c'est vrai que ces 2 livres, vous les avez auto-édités, parce que c'est assez rare qu'on reçoive un prix quand on est auto-édité, Gilles Laporte. C'est vrai, mais c'était tellement difficile à cette époque-là, ça l'est toujours, de trouver un éditeur que je m'étais décidé à les publier moi-même, ces romans. Oui. Oui, mais les publier, mais les diffuser ensuite, c'est pas simple. Ah bah la diffusion, c'était je prenais ma voiture et je faisais le porte-à-porte des libraires qui voulaient bien m'accueillir. Et ça, c'était compliqué au départ parce que... C'était très compliqué, mais le prix Erckmann-Chatrian a beaucoup aidé. Par exemple, dans les 3 semaines qui ont suivi l'attribution du prix, la seule librairie de Metz en a vendu 600 exemplaires. Mais c'est assez étonnant parce que quand on veut être écrivain et qu'on ne trouve pas de solution, il faut avoir le courage de s'auto-éditer, c'est pas simple. Ben oui, mais si on y croit, on le fait. Si on croit en ce que l'on fait,
On le fait. Sinon, si on n'y croit pas, on laisse tomber. Et ça veut dire qu'on n'était pas fait pour cette mission-là. Il se trouve que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps dans un salon des écrivains régionaux qui s'auto-éditent, qui sont comme les camelots sur les marchés et qui vendent leurs livres et qui s'en sortent très bien. Il y en a beaucoup plus en France qu'on l'imagine. Oui, il y en a beaucoup. Alors, si finalement, ce prix vous a permis de trouver un éditeur, parce que finalement, on vous a remarqué comme ça, c'est passé comment ? C'était l'objectif, oui. Un éditeur m'a remarqué, a pris contact avec moi et m'a dit « J'ai bien aimé ce que vous avez fait là. Est-ce que vous avez quelque chose sous le coude ? Je serai éventuellement preneur. J'ai envie de lire ce que vous avez sous le coude. Est-ce que vous m'envoyez ?» Et voilà comment c'est parti. Et vous devenez comme ça, Gilles Laporte, une catégorie qu'on connaît peu, ce sont les écrivains régionaux dans tous les sens du terme. Oui, je suis attaché à ma région, j'y suis très enraciné et j'essaie de mettre ma plume au service de son patrimoine, de son histoire, de son esprit. Oui, parce que finalement, il y a une grande histoire dans votre région, les Vosges, qu'on ne connaît pas forcément sur le plan national. C'est vrai, une histoire très particulière aux Vosges, mais aussi à la Lorraine, les Vosges faisant partie de la Lorraine. Bien sûr. Une histoire très très compliquée. Mon premier roman historique, d'ailleurs, s'intitulait « Les dernières violettes de la Motte » et racontait ce qu'a été la relation très très difficile entre la France et la Lorraine au XVIIe siècle. Oui, et à chaque fois, vous publiez aussi bien des biographies que des romans, que des essais, tout y passe. Oui, tout ce qui permet de mettre un coup de projecteur sur le patrimoine de cette belle région. Et en même temps, vous avez attendu votre retraite pour commencer à publier des livres, c'est ça qui est étonnant. Pour commencer à publier des livres d'autres natures, oui, notamment les romans historiques. Alors justement, les romans historiques qui sont publiés, quelquefois il y a des personnages très célèbres et on a oublié parfois qu'ils étaient de votre région, comme celui-ci. Le nocturne numéro 2 en mi bémol majeur de Chopin. Car Chopin, ses ancêtres, son grand-père et son père, venaient de Lorraine. Ils étaient lorrains d'un petit village qui s'appelle Marinville-sur-Madon, un village de quelques 200 âmes, qui a donné naissance au père de Frédéric, Nicolas Chopin. Frédéric l'a quitté, il avait 17 ans, pour aller s'installer en Pologne, à Żelazowa Wola. Mais il y a encore des traces de Chopin en Lorraine ? Oui. C'est ça qu'on ne sait pas. Il faut les trouver, ces traces-là. Il en reste encore. Il y a beaucoup de Chopin en Lorraine encore, qui sont des collatéraux, bien sûr. Mais il y a aussi des lieux qu'il a fréquentés et qui sont toujours visibles. Et c'est vrai que le grand-père, je crois, était en Lorraine et il s'était lancé dans la contrebande du tabac. Oui. Ce qui est assez étonnant. Oui, il a failli être arrêté d'ailleurs, il a failli être écartelé en place publique à Nancy, parce que ça coûtait cher de faire de la contrebande du tabac à cette époque-là. Le duc de Lorraine n'appréciait pas beaucoup. Alors Frédéric Chopin, d'ailleurs, on ne connaît même pas sa date de naissance, puisqu'on dit que c'est le 22 février 1810, alors que la famille Chopin célèbre cet anniversaire le 1er mars. Oui, on n'a pas éclairci le mystère. Voilà. Mais c'est pourquoi, pour vous, des choses importantes de raconter des personnages comme ça sous un angle qu'on ne connaît pas ? Oui, j'ai voulu, je l'ai fait avec aussi la première bachelière, je veux montrer à quel point ces personnages étaient enracinés. Chopin, par exemple, il a traversé la Lorraine une fois, en venant à Paris, mais Frédéric Chopin, qui ne connaissait pas notre pays lorrain, je crois pouvoir dire que sa musique en est toute entière inspirée. Autant de la musique lorraine traditionnelle que de la musique mazovienne, de ses racines polonaises. Son père, quand il a quitté la Lorraine, il avait dans ses bagages un violon de Mirecourt. Et tous les soirs, là-bas, il jouait du violon alors que sa mère se mettait au piano. Et son père lui jouait des airs traditionnels lorrains. Donc il a été nourri à la fois de cette musique traditionnelle lorraine et de la musique mazovienne qu'interprétait sa mère au piano. Donc c'est d'où l'origine, et ça on ne sait pas du tout, les musiciens ne savent même pas souvent que ces airs traditionnels viennent de Lorraine. C'est vrai. Donc vous faites un travail utile pour votre région et pour la culture. Je le crois. Et Gilles Laporte, je crois donc effectivement que cette première bachelière de France, en 1861 à Lyon, Julie Victoire, elle a été également la première licenciée ès lettres en France. Pourquoi vous êtes intéressé à ce personnage ?
Parce que c'est l'école qui a fait de moi ce que je suis, et je lui dois donc tout, et je pense que je dois lui rendre hommage en permanence à cette école. Or, Julie-Victoire Daubié, cette première bachelière, a toujours été enseignante. Elle était, pas dans une école, mais elle était préceptrice dans des familles dans lesquelles elle faisait passer cet amour de la connaissance. Et elle a aussi développé un combat permanent pour que les femmes puissent tenir leur rang dans la société à l'égal des hommes. Personne n'interdisait aux filles de se présenter au baccalauréat, mais en Sorbonne, quand elle s'est présentée, on lui a dit dehors, c'est pas pour les filles. Circulaire, il n'y a rien à voir, c'est pour les garçons ici. Elle s'est battue, elle a réussi à se faire inscrire sur une liste de candidatures au bac à Lyon. Elle a décroché son bac à Lyon, puis elle a enfin réussi à se faire inscrire en liste d'aptitude à la licence à la Sorbonne, ce qu'elle a décroché. Oui, et en même temps, quand elle a passé le bac, il y a une chose qui s'est passée qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Le jury avait des boules de plusieurs couleurs. Oui, d'où l'expression se faire blackbouler. Quand on avait une ou plusieurs boules noires, on pouvait prévoir de repasser l'examen l'année suivante. Il y avait la boule blanche, c'était positif. Oui. La boule rouge, c'était abstention. Oui. Et il n'y avait que des hommes dans le jury à l'époque. Il n'y avait que des hommes, et quand elle a présenté son bac en août 1861, il n'y avait que des hommes candidats aussi. Exactement. Oui. Et là, ça a été une révolution. Mais ça, cette évolution de la femme, ça vous a toujours passionné, Gilles Laporte? Oui, je ne supporte pas les injustices, quelle que soit l'injustice, et celle-là qui est l'une des plus vieilles du monde, m'est insupportable. Donc je fais en sorte que mes écrits proposent des voies qui permettent de la corriger. Et là, vous avez trouvé cette femme qu'on connaissait peu, finalement, qu'on connaissait dans votre région. Oui. Une région très particulière, parce qu'elle est aussi la région de Louise Michel. Oui. À quelques dizaines de kilomètres près, elles sont toutes les deux issues de ce même berceau géographique et social. Donc il y a une proximité très très importante entre elles. Oui, puis finalement, vous faites un travail que peu de gens font, c'est-à-dire s'intéresser à l'origine et dans les régions. C'est un travail très méticuleux, très compliqué. Oui, ça suppose pas mal de recherches documentaires, de visites aussi des lieux, parce que je ne peux pas décrire un paysage si je ne le vois pas moi-même. Je ne peux pas décrire la manière dont respirent mes personnages si je ne respire pas là où ils ont respiré. J'ai besoin de ressentir les ondes telluriques, les ondes cosmiques de ces lieux dans lesquels ils ont vécu. Lorsque j'ai écrit mon Chopin, je l'ai partout, dans les pas de Chopin, de Zelazowa-Wola, son lieu de naissance, je le prononce à la française, en Pologne, à son lieu de mort, Place Vendôme à Paris, en passant par évidemment Vienne, Stuttgart, Nohant, évidemment Majorque, l'Angleterre et l'Écosse. Oui, partout, je m'efforce d'aller vivre ce qu'ont vécu mes personnages dans leur espace particulier. Oui, et puis il y a aussi la télévision, car vous avez réalisé des documentaires, c'est une autre facette de votre activité, des documentaires régionaux, parce qu'à l'époque il y avait des régions qui avaient de l'argent pour faire de la télévision, et dans les premiers documentaires qui a marqué votre carrière, c'est un docu-fiction sur la cristallerie de Baccarat. Oui. Et oui, c'était les Vers du Tsar, c'était un docu-fiction qui mettait un coup de projecteur sur, là encore, l'origine essentiellement lorraine de cette cristallerie qui vit toujours, qui est toujours en exploitation aujourd'hui, et sur son caractère particulier en matière de production, qui est là aussi inspiré de la culture lorraine, qui est très très malade en ce moment. Oui, mais justement, la cristallerie de Baccarat est connue dans le monde entier, mais on ignore souvent qu'elle vient de Lorraine, oui. Gilles Laporte. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'elle a fait construire un dépôt aux rue de Paradis, oui, à Paris. Et savez-vous qui était le directeur après la guerre de ce dépôt? Non. Le grand-père de Chantal Goya. Et quand Chantal Goya est arrivée à Paris, oui, venant de Saïgon, elle s'est installée chez son grand-père et elle allait régulièrement dans cette cristallerie. Rue de Paradis. Magasin d'exposition de Baccarat, oui. Et c'est vrai que la télévision aussi, ça se faisait avec des moyens rudimentaires. C'était une grande recherche et il fallait se débrouiller comme on pouvait, Gilles Laporte. Oui, bien sûr. C'était très. C'était une aventure d'amis et passionnés et passionnels. Et puis il y avait le théâtre aussi, car vous avez écrit des pièces de théâtre. Ouais. Mais elles ont été peu jouées. Très peu. Parce que vous considérez que c'est aussi autre chose? C'était plus un amusement qu'un véritable travail de littérature. Et puis il y a eu aussi des émissions de télévision et de radio littéraires régionales. Ouais. On sait peu que ça existe, mais non seulement ça existe, mais ça met en valeur un patrimoine et ça touche un large public. Oui, un public est très intéressé, très intéressant aussi, qui renvoie à des informations qui sont très utiles à la création à venir.
Mais il y a des écrivains régionaux dans toute la France et vous êtes l'un des rares à être mis en valeur parce que souvent, sur le plan national, on ne les connaît pas, Gilles Laporte. Oui, c'est vrai, le monde du livre est fait de telle manière que aujourd'hui, on est davantage au courant de ce qui se passe à Paris, de ce qui sort du 5e arrondissement, mais pas beaucoup de ce qui se passe dans le Languedoc, en Provence ou en Lorraine. Et même Hélas. en Lorraine, vous animez, je crois, des dîners littéraires, vous faites des manifestations. Il y a plein de choses qui touchent un large public. Oui. Et on a un public très, très, très intéressé et passionné, mais ça n'est pas relié au niveau national, hélas. Ça ne vous empêche pas d'exister? Pas du tout. Au contraire. Non, peut-être pas au contraire, mais en tout cas, pas du tout. En tout cas, vous vous exprimez aujourd'hui sur le plan national et on va continuer à parler avec vous. Et merci de m'y inviter. C'est une joie pour parler de ce livre, le 28 août 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Laporte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Laporte. On vous connaît maintenant parce que vous êtes un écrivain régional de Lorraine, des Vosges. On connaît votre parcours qui vous a mené des filatures de votre région à la littérature. Filature, littérature, ça rime. Avec des livres, des films de télévision et des romans. Et le 28 août 2025 est sorti Le Rouet de Jeanne, qui est un livre qui évoque Jeanne d'Arc, bien sûr, mais qui est aussi un livre hommage à votre région, encore une fois, Gilles Laporte. Oui, je m'efforce dans mes romans historiques de mettre un coup de projecteur sur ces éléments de patrimoine qui sont un peu ignorés aujourd'hui, pour ne pas dire totalement ignorés. Et là, je voulais mettre en relief ce qu'est le travail des ouvriers du bois dans l'extrême sud lorrain, une région qui est un peu oubliée aujourd'hui à l'écart de tous les grands axes. Et où exactement? La région de Neufchâteau, qui confine à la Haute-Marne. Oui. Et là encore, c'est le pays des Goncourt. Oui. Pays des Goncourt, le pays, encore une fois, de Louise Michel. Donc, mais là les travailleurs sont des travailleurs du bois, des ébénistes, des sculpteurs sur bois depuis le Moyen-Âge. Et ils s'étaient spécialisés autrefois dans la fabrication de rouets. Les rouets qui venaient de Liffol-le-Grand, entre nous. Enfin, Liffol-le-Grand et le berceau de cette belle activité étaient réputés en France entière. Le rouet, qu'est-ce que c'est exactement pour celles et ceux qui ne le savent pas? C'est le bel instrument qui permet de filer la laine. Oui. On part de la touffe de laine et on en fait du fil. C'est un instrument qui est très très délicat, qui doit être monté avec précision et qui manipule avec beaucoup de dextérité aussi. Hein. Et qui existe encore aujourd'hui. Qui existe encore aujourd'hui. Mais oui. qu'on connaît peu parce que finalement il faut le manier. Il y a des méthodes plus modernes. On file la laine autrement maintenant, oui. Donc, vous imaginez dans ce rouet de Jeanne, les Mangeons qui ont un rouet qui aurait appartenu à Jeanne d'Arc. C'est la légende, oui. On prétend que ce rouet était celui de Jeanne d'Arc. Et parce que quand elle tissait la laine à ses débuts? Oui. Quand elle gardait ses moutons, là encore, légende, hein, mais quand elle gardait ses moutons, elle emportait son rouet, c'est sa laine, et elle filait la laine pour occuper le temps. Donc vous imaginez au départ une histoire, c'est-à-dire que ce rouet qui est dans cette famille va du jour au lendemain disparaître, ce qui est une catastrophe parce que ce rouet est le symbole de la liberté des batailles. Et oui, puis on le considère comme une relique. C'est une relique, c'est un objet sacré quasiment que ce rouet, et il disparaît. Qu'est-il devenu? Où est-il allé? Qu'en a-t-on fait? Voilà. Et l'héroïne est encore une femme, bien sûr. Hermance va demander à un sculpteur de le reconstituer à l'identique, mais surtout, elle va demander à contribuer à sa réalisation, ce qui est totalement inattendu pour une femme à l'époque. C'est très inattendu. Elle va se demander à se former elle-même au travail du bois pour participer à la restauration, à la construction de ce rouet de remplacement, oui. Et ce rouet, ça fonctionnait, il y avait une roue, il y avait des pédales, comment ça marchait? Des pédales qui actionnent une roue, qui actionnent une sorte de peigne qui tourne et qui torsade les fibres de laine. Et c'est compliqué à fabriquer parce que ça demande une extrême précision. C'est très compliqué, c'est très précis. Ça demande un agencement très particulier. Oui. C'est-à-dire c'est un outil qui est fait de pièces très très précises. Tout doit tourner sans accroc. Tout doit le rythme de torsion de la fibre doit être en permanence le même. Donc c'est très délicat. Et c'est encore utilisé aujourd'hui par certaines personnes? Oui, on trouve encore des fileuses de laine au rouet.
Alors, vous rendez hommage en même temps non seulement aux fabricants de rouets, mais à ces fabricants qui fabriquent, et on ne le sait pas, des meubles qui sont dans les palais présidentiels, dans les grands palaces. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on ne le sait pas, ça, à Paris. Non, on ne le sait Ou en pas. France. Le talent de ces ouvriers du bois dans cette région de Liffol-le-Grand-Neufchâteau, donc l'extrême sud des Vosges, l'extrême sud Lorrain, est un talent qui n'est pas reconnu. Il est reconnu par les clients, bien sûr, qui achètent ces meubles, des meubles qui sont dans à la Maison Blanche, à New York, à Washington, au Kremlin à Moscou, à l'Élysée à Paris, dans les très grands palaces du monde. Les meubles viennent de Liffol-le-Grand. Donc ils sont là, mais les marques qui les commandent tiennent à ce que seule leur marque soit connue. Voilà. Mais en même temps, ces meubles sont fabriqués. Qu'est-ce qu'il y a comme meubles? Tout est possible. Le bureau, quand même, du président américain ne vient pas de Liffol-le-Grand. Je ne sais pas. Voilà. Mais les sièges, oui. Les sièges, oui. Ils sont surtout spécialistes en sièges. Et à l'Élysée aussi? Ah oui. Et dans les palaces aussi? Dans les palaces aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Quel genre de siège? C'est un bois très précieux? C'est un être très particulier? C'est le hêtre et le chêne qui sont particuliers à cette région, parce que c'est une région dont la forêt est une forêt magnifique. Les arbres sont d'une qualité rare. Donc c'est ce qui fait la réputation de ces meubles. Le savoir-faire, il remonte au Moyen-Âge. Donc c'est un savoir-faire qui est multiséculaire et qui permet une maîtrise remarquable de ce travail. Oui, parce qu'on parle toujours du Faubourg Saint-Antoine à Paris, les fabricants de meubles. D'ailleurs, Jean Divot a réalisé une trilogie qui a été un triomphe littéraire, mais il n'y a pas que cela. Le Faubourg Saint-Antoine achète des carcasses de meubles et les tapisse ensuite. Et vous évoquez aussi une basilique qui est historiquement connue, qui est la basilique du Bois-Chenu. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une basilique dont la construction a été décidée à la fin du 19e siècle et qui voulait rappeler que le berceau de l'histoire de Jeanne d'Arc est là dans cette forêt, le Bois-Chenu, qui se trouve à quelques kilomètres de Domrémy. Et l'Église, en même temps que la République, parce qu'il y avait cette collusion Église-République à la fin du 19e siècle, ont voulu rappeler par un édifice l'origine de la grande épopée de Jeanne d'Arc. Et vous situez justement votre héroïne et sa famille à Greux, à 1 kilomètre de Domrémy, le village natal de Jeanne d'Arc. Oui, oui. Ce village natal, finalement, on le connaît peu, d'autant plus que l'orthographe de Greux, je me suis un peu renseigné, il y a 18 versions différentes dans l'écriture de Greux entre 1175 et 1740. Comment ça se fait? Il y a plein de noms qui changent dans la région. L'orthographe des noms propres était très très variable à cette époque-là. Hein. Mais Greux était intéressant parce que c'est un village dans lequel se trouve un ermitage, l'ermitage de Bermont, où Jeanne d'Arc allait, là c'est avéré, hein, c'est historique, elle allait tous les samedis se recueillir près de la Vierge de l'ermitage de Bermont. Donc pour moi c'était très important d'enraciner mon histoire dans ce village de Greux. Oui, et Jeanne d'Arc est en filigrane dans votre histoire, car Hermance, l'héroïne, a été marquée par sa révolte et elle a ce côté révolté. C'est une rebelle. Et comme l'était Jeanne d'Arc d'ailleurs, qui n'acceptait pas l'ordre imposé par l'Angleterre à cette époque-là, l'ordre imposé par la structure sociale du moment à la fin du 19e siècle. Et mon héroïne Hermance va se révolter avec bienveillance, oui, toujours oui. Dans l'esprit de Jeanne. Oui, mais en même temps, la résistance en Lorraine est très présente, car la résistance, elle a existé, même en particulier après le traité de Sedan, qui a vu les Prussiens s'emparer de l'Alsace-Lorraine. Et ce rouet qui était une relique est devenu le symbole de la résistance. Alors, votre histoire est très particulière, Gilles Laporte, car elle se déroule sur un demi-siècle. Ouais. Pourquoi ? C'est l'époque qui couvre la fin de la guerre de 70, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Je voulais qu'on aille jusqu'à la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ce sont des moments clés en Lorraine ? Oui, très très importants, qui marquent encore les populations lorraines aujourd'hui. C'est-à-dire ? Les tragédies ne sont pas éteintes, toutes les familles ont été touchées profondément. C'est pareil dans d'autres régions de France, mais là plus particulièrement, c'est peut-être la région la plus riche en monuments aux morts et en cimetières militaires. Oui, car il y a eu des batailles, il y a eu le STO, il y a eu beaucoup de choses qu'on a vues dans toute la France, mais qui sont très particulières en Lorraine. Oui. Et pourquoi ? Parce que la région, justement, il y avait plus de résistants ou des résistants plus menacés ou plus découverts que d'autres ? La Lorraine est le dernier État souverain et indépendant annexé par la France.
Il a été annexé à la fin du XVIIIe siècle, à la mort de Stanislas Leszczynski, qui était devenu duc de Lorraine par remplacement du duc de Lorraine qui avait été chassé de ses États par le roi Louis XIV. Donc la Lorraine a gardé cet esprit un peu frondeur d'un État qui souhaitait rester indépendant et souverain. Donc cet esprit a alimenté les résistances de 70, de 1914 à 18 et de 1939 à 45. Et vous faites un détour par le Tarn, par Albi, car le frère de l'héroïne va se retrouver dans cette région. Là, on n'est plus dans les Vosges. On n'y est plus, mais on y est par l'esprit. Il a travaillé dans la cristallerie de Baccarat, mon héros, et puis un jour, il en a eu assez de cet esprit un peu particulier, ce paternalisme. Et il a voulu aller voir ailleurs ce qui se faisait, comment on respirait dans le monde ouvrier. Et il est allé à Albi, parce que Albi, c'est la patrie de Jaurès, c'est le pays dans lequel est née la nouvelle pensée ouvrière, je dirais. Et il a travaillé, il a trouvé du travail dans une verrerie qui existe encore, est une verrerie coopérative, une verrerie qui est tenue, administrée, propriété de ses propres ouvriers. Et il y a à Albi la cathédrale Sainte-Cécile, qui est très particulière parce que c'est la seule en France à porter ce prénom. Oui. C'est assez particulier. Et oui. Alors, je trouve aussi qu'au fil des chapitres, vous évoquez Victor Hugo. Oui. Vous évoquez Benoît XV, on a oublié qu'il a canonisé Jeanne d'Arc. Oui, c'est vrai, oui. Ça a été quelque chose de très important. Très important, bien sûr. Et puis Victor Hugo, oui, parce que il est dans tous mes romans. Hein. Je cite Victor Hugo partout. Le grand défenseur de l'école, je rappelle en permanence ces vers. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois, ils ne savent pas lire, et signe d'une croix. Donc il a invité à ouvrir des écoles et à fermer des prisons. Et il y a aussi le Tour de France qui passe à Metz. Ça aussi, c'est une chose très particulière. Oui, j'ai voulu que mes héros aillent assister à une arrivée du Tour de France à Metz, parce que le Tour de France a marqué mon enfance. Et il continue à me passionner. C'est-à-dire, à Metz, vous alliez voir en Lorraine le Tour de France passer? Il passait devant chez mes parents, il passait devant la maison familiale. Donc j'ai vu Darrigade, j'ai vu Robic. Et puis, vous évoquez, mais en une ligne seulement, les Jeux Olympiques de 1924 que vos héros ne vont pas les voir. Oui, parce qu'ils n'étaient pas encore tellement ouverts aux femmes. Peu de femmes étaient sélectionnées pour les Jeux Olympiques à cette époque-là. D'ailleurs, mes héros dénoncent que ce constat de la quasi-absence de femmes dans les épreuves. Mais les Jeux Olympiques de Paris 1924, quand même, ont ouvert une voie. C'est la première fois qu'il y a un village olympique. Alors, il y a un peu d'eau courante, il y a un bureau de poste, un restaurant, ça s'arrête là. Mais c'est le premier village olympique avant tous ceux qui se sont faits ensuite. C'est vrai, il a jeté les bases de la modernité en olympisme. Oui. Et dans ce roman donc qu'on suit, puisqu'on suit le destin d'Hermance jusqu'à 1950, on remarque des personnages qui ont une force de caractère. Les Lorrains ont une force de caractère qui ne se dément jamais. Oui, et qui est l'héritage de ce dont je parlais tout à l'heure, cette volonté de vivre dans un pays encore souverain, pas indépendant, mais encore souverain, et ils sont jaloux de leur culture ancestrale. Et la Lorraine d'aujourd'hui, est-ce qu'elle ressemble à cette Lorraine que vous décrivez dans ce roman, Le Rouet de Jeanne? De moins en moins, parce qu'elle est de plus en plus oubliée. L'école ne transmet plus beaucoup cette histoire si particulière. La plupart de nos jeunes en Lorraine ignorent ce qu'ont été les ducs de Lorraine, ce qu'ont été leurs pouvoirs, ce qu'ils ont apporté. Ignorent que l'école de la République française est née en Lorraine. Elle est née de Julie-Victoire Daupier, de Louise Michel, qui s'est battue toute sa vie pour l'école, de Jules Ferry, qui n'était pas bordelais, que je sache. Donc, mais on a tendance à l'oublier, comme on oublie que Chopin avait des racines lorraines. Donc votre travail consiste justement, Gilles Laporte, à tenter de sauver ce patrimoine et ce passé pour préparer le futur. Pour préparer le futur, oui, c'est exactement ça. Pour qu'il réalimente notre réflexion concernant les sujets les plus importants qu'on vient d'évoquer. Oui, parce que finalement, dans ce livre Le Rouet de Jeanne, on trouve des sujets qui concernent le monde d'aujourd'hui et de demain. Bien sûr. Bien sûr, Victor Hugo parlait pour l'avenir, Jules Ferry parlait pour l'avenir, Louise Michel se battait pour l'avenir. Et votre avenir ? Je ne sais pas. Continuez à écrire des romans ? J'écris toujours des romans, oui, je suis en train de préparer le roman qui va sortir en 2026.
Et je n'arrêterai pas d'écrire. Je crois que j'écrirai jusqu'à mon dernier souffle, si j'en ai encore la possibilité. Oui, et en défendant encore une fois cette région que vous aimez et que vous voulez faire connaître au-delà de ses frontières. Cette région et ces gens surtout, ces gens. Que vous en faites partie et J'en fais partie, oui. Et continuez ainsi. Ça s'appelle Le Rouet de Jeanne, Gilles Laporte, aux éditions Terre de France. Votre terre, c'est la Lorraine. Et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de le lire parce qu'ils découvriront une région qui fait partie de la France, cette douce France, pas seulement de notre enfance, mais de notre grande jeunesse. Et ces femmes, et ces femmes. Et ces femmes également. Merci Gilles Laporte. Et puis, Le Rouet de Jeanne, j'espère que ce sera, comme les livres précédents, un succès couvert de prix. Merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.